Voilà, Aung San Suu Kyi, le portrait d'une femme hors norme réalisé par vous, Manon Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Charles Aquet, bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express. Bonsoir. À ma gauche, Joëlle Garriaud-Mellam, vous êtes sénatrice UMP, présidente du groupe d'amitié France-Birmanie. Bienvenue. Et enfin, Olivier Guillard, bonjour. Vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS, directeur de l'information chez Crisis Consulting. Alors Manon Loiseau, pourquoi ce sujet, Aung San Suu Kyi, la Birmanie? Alors pourquoi je crois qu'en tout cas moi depuis que je crois j'ai 14 ou 15 ans, je suis été marquée par cette figure par rapport à ce qu'elle représente. Après, par rapport à mon parcours, en tout cas au film que j'ai fait, j'ai toujours vu, que ce soit alors, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Iran, j'ai souvent été avec des femmes et avec des femmes chez lesquelles ce nom revenait. Je me rappelle d'une cuisine à Grozny où il y avait son portrait. Voilà, c'était il y a 10 ans, en plein conflit, et on avait cette discussion. Donc c'est ce qu'elle représente pour d'autres femmes fortes oui, partout dans le monde. Et de cette, voilà, cette résistance pacifique et de cette résistance constante et pacifique de l'espoir que une femme peut faire peut-être un peu bouger les lignes. Vous l'avez rencontrée pour ce documentaire, c'était la première fois donc que vous la rencontriez? C'était la première fois, oui. Et alors on a beau se dire qu'on ne va pas être impressionné, mais elle reste cette icône, et c'est vrai que, alors ça a été très très compliqué de la rencontrer, parce que entre le moment où est né le projet de documentaire, en fait c'est Fabienne Servan-Schreiber-Racine TV qui me l'a proposé avec France 2, et là c'était, l'écriture du projet et le moment où on a essayé de la rencontrer, c'était la période électorale, et là il y avait à peu près 5000 journalistes qui voulaient tous l'interview exclusive d'Aung San Suu Kyi. Donc la première partie du tournage où on est en période électorale a été très 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 compliquée, au point où je ne savais pas si j'aurais quel film j'allais faire. C'était plutôt rechercher donc désespérément, que savoir si j'allais vraiment pouvoir faire un portrait d'elle, en tout cas l'approcher. Et puis on a pu en fait passer cette frénésie électorale. Ça c'est aussi le fait de pouvoir faire un documentaire et de pouvoir avoir du temps. Retourner là-bas 4 mois après, et donc en fait on est retourné à Naypyidaw, qui est la nouvelle capitale ubuesque qui date de 2007, qui est un délire dictatorial. Voilà, donc c'était très étrange d'ailleurs d'arriver dans cette capitale, de se dire qu'elle était là. Elle venait juste d'arriver au Parlement, et c'était 10 jours après son arrivée. Elle était assez perdue dans sa maison, qui est dans un petit compound, enfin dans un endroit où il y a des maisons nouvelles construites. Et elle était, pour le coup, je ne sais pas si elle est contente de nous voir. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a donné énormément. On a passé 2 heures avec elle. Il y a une vraie sérénité. C'est ce qu'on s'est dit aussi tout à l'heure. Elle est extrêmement calme, apaisée. C'est lié à quoi? Parce que... Alors, elle venait d'être élue. En même temps, elle était assez au début... alors, elle nous fait rentrer comme ça. Et puis, il y a toujours son chien qui l'accompagne, qui est son compagnon donc depuis longtemps, dans son isolement, dans sa maison à Rangoon. Et elle disait, mon chien s'adapte beaucoup plus vite que moi. Voilà, moi, je ne sais pas. C'est ce qu'elle dit à un moment dans le film. Mais en même temps, voilà, je dois faire mon travail. Je crois aussi que... Voilà, c'est quel parcours, quoi. C'était une nouvelle période pour elle. Je pense que elle se rendait compte. En fait, il y a cette scène où aussi elle nous a proposé ça, ce qui était rare. Moi, je pensais qu'on aurait juste cette interview où quand même elle est... c'est une interview, on ne sort pas beaucoup non plus du cadre de l'interview, même si on a eu ce temps-là, et même si elle a beaucoup donné. Elle nous a proposé de l'accompagner pendant plusieurs jours, et c'est ça, et c'est là qu'il y a, en tout cas pour moi, la magie s'est créée. C'est-à-dire qu'elle a eu confiance, et surtout elle nous a autorisé à saisir ces moments de rencontre avec son peuple. Et pour moi, enfin là, c'est là que j'ai compris tout ce qu'elle représentait. Parce que, noyée dans le côté icône, etc., là, en fait, on était avec des paysans qui s'étaient fait confisquer leurs terres, en fait, à Naypyidaw, comme dans beaucoup de régions en Birmanie, en fait, à Naypyidaw, 80% des terres ont été confisquées aux paysans pour construire cette capitale qui est un délire de dictateur. Et en fait, donc, ces paysans se retrouvent sans terre, et elle venait d'arriver, et pour eux, c'était leur espoir de récupérer leurs terres. Et on voyait ces paysans qui, pour la première fois, osaient parler, donner les noms des généraux. Elle leur donne un avocat pour aller récupérer leurs terres. Donc c'était vraiment... Il y a une envie, un besoin de parler très fort et de s'exprimer de partout, sans peur, alors que, bon, le risque est quand même toujours là, quoi. Le risque est là. Nous, on a eu des ennuis, on s'est fait arrêter. En elle. Donc on savait, en fait, en étant à Naypyidaw, on a passé 8 jours là-bas, et c'est vrai que ces paysans nous
parlait, et c'était la première fois qu'il parlait, elle a cette simplicité, voilà, ils étaient tous accroupis, elle était à genoux devant eux, et elle leur parlait de « vous avez besoin de quoi ? D'un magasin pour réparer les mobylettes, une formation de 5 professeurs, je ne peux pas vous promettre trop ». C'était aussi ça, c'est qu'on sent beaucoup, il y a énormément d'attentes sur elle, et elle était... en parlant de microstructure, de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Après, par rapport à la ligne rouge, on sent aussi que ce danger, nous, en fait, à la fin du tournage, on s'est fait arrêter et on nous a demandé pourquoi on était allé voir la dame, qui étaient les paysans, le nom des paysans qu'on avait vus. Et en fait, on avait été suivis tout du long. On a pu récupérer, enfin, exfiltrer notre matériel, mais ça n'a pas été... c'est loin d'être complètement ouvert. Cette image de femme très calme, j'imagine que vous êtes plusieurs peut-être à l'avoir rencontrée. Est-ce qu'elle est toujours comme ça, Aung San Suu Kyi ? Calme, sereine? Moi, je l'ai toujours vue comme ça. Toujours, chaque fois que je l'ai vue, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vue des dizaines de fois, mais c'est vrai qu'il dégage de cette femme une force. Donc est-ce que les chefs peuvent être toujours aussi maîtrisés? Une détermination extraordinaire. Par contre, je sais que notre collègue ici présent nous disait tout à l'heure que parfois elle n'a peut-être pas cette même attitude, parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où on est un leader, il faut aussi savoir montrer l'exemple et parfois imposer les sacrifices que on sait imposer à soi-même. Bon, et puis la dame a une image, elle a une image extérieure, elle a une image à vocation donc nationale également, elle a une image à vocation également de management intérieur dans son parti. Et il arrive que la dame, aussi mesurée soit-elle, aussi fine soit-elle, aussi persuasive et cassante soit-elle parfois, il lui arrive également d'avoir des... Cassante avec qui? Eh bien, probablement avec des gens qui ne partagent pas exactement ces lignes de conduite ou qui remettent en cause soit ponctuellement, soit un détail ou soit un point sur lequel la dame s'arc-boute, souvent à raison. Il arrive que la dame ait une image ou en tous les cas un discours qui ne soit pas exactement celui auquel nous sommes habitués. Donc là, vous parlez au sein de son propre parti, la contradiction n'est pas forcément aisée. On ne va pas en faire une dictatrice, certainement pas. Mais de là penser que la dame accepte tout et n'importe quoi avec le sourire, surtout en interne, dans son parti, dont on célèbre ces jours-ci d'ailleurs le 25e anniversaire, il y a vraiment loin. Il y a loin. Alors, je voudrais qu'on revoie les images du jour où Aung San Suu Kyi a pris cet engagement et est entré réellement en politique. C'était en 1988. On regarde. À la demande du peuple, qui voit en elle un successeur à son père, le 26 août 1988, Aung San Suu Kyi prend la parole devant des milliers de personnes à la pagode Shwe Dagon et se révèle femme politique. Il est intact, l'engagement d'Aung San Suu Kyi, Charles Laquet? Oui, je pense qu'il est intact. Je pense qu'il est intact, mais il est un petit peu écorné quand même par les récents événements. Je pense que Aung San Suu Kyi, aujourd'hui, elle est à l'épreuve de la réelle politique. Et que moi, je l'ai croisée effectivement plusieurs fois. J'ai vu beaucoup de gens avant l'été, quand j'y suis allé pour faire son portrait. Un portrait un peu en creux, un portrait qui a laissé la parole à pas mal de gens, à des villageois, à des gens en milieu urbain. Et j'ai vraiment eu l'impression quand même que le portrait et l'image sereine a été altérée. Par exemple, en mars dernier, à Moniwa, donc dans une région centrale de Birmanie, il y avait un conflit qui opposait des villageois à l'armée, au gouvernement, parce qu'il y avait un projet de mine. Et les villageois craignaient d'être expropriés. Et Aung San Suu Kyi a été nommée, d'ailleurs avec beaucoup d'habileté par le gouvernement, comme médiatrice pour ce problème. Donc elle est allée sur place, et quand on voit les images, et moi j'ai vu des témoignages de gens qui étaient sur place, elle a été bousculée. Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Elle a été totalement interloquée de voir la façon dont la lady a été perçue par la population. Voilà. C'était des investisseurs chinois. Voilà, c'est ça. Qui devait exploiter cette mine, et pour exploiter cette mine, il fallait exproprier avec une entreprise militaire birmane. Donc c'était une sorte de joint venture, d'association, de partenariat entre Chinois et militaires birmans. Et là, elle a fait, alors à vrai dire, quand elle est venue,
Justement, ils ont cru qu'elle allait... Voilà, les villageois pensaient on avait fait la première rencontre. Elle dit, va nous aider, forcément, la dame va venir pour nous, elle va nous sauver. Et là, elle a joué la diplomatie. En réalité, elle a donné plus ou moins... Alors, c'est très compliqué, elle a donné plus ou moins raison aux investisseurs, mais pas d'un point de vue dogmatique. Elle a juste dit, à condition que l'environnement soit respecté et que les expropriations soient faites dans de bonnes conditions, avec des conditions financières intéressantes, des vraies compensations, pourquoi pas. C'est une façon aussi aujourd'hui de traiter, d'annoncer, d'envoyer un signal aux Chinois sur son éventuelle manière de procéder si demain elle était élue. Voilà, il y a beaucoup d'observateurs de Birmans qui disaient effectivement c'est un signal, c'est-à-dire que déjà elle a envoyé un signal au gouvernement en disant je suis de votre côté, je suis capable de faire des concessions. Amis chinois, si jamais vous respectez les règles, vous pouvez rester dans le pays. Donc effectivement, je pense que les signaux étaient assez clairs. En fait, quand elle a rendu son rapport, elle est arrivée quasiment 2 jours après en disant... Tout le monde a lu mon rapport. Les villageois, pour ceux qui savent lire, n'avaient pas lu le rapport. Donc il y avait une erreur, une maladresse vis-à-vis des villageois qui n'avaient pas lu le rapport et qu'on pensait qu'elle avait trahi. Alors qu'en fait, elle était... C'est toute la difficulté de son positionnement, parce qu'elle est actuellement extrêmement inquiète. Lorsque je l'ai revue au mois de mars, au moment où les émeutes interreligieuses éclataient, elle était vraiment très consciente de cette difficulté, alors que par contre, tous les ministres que nous avions pu rencontrer, essayer d'évacuer le problème en disant en gros qu'il n'existait pas, enfin bon, n'était pas soi-disant conscient de ce problème qui est réel, elle était profondément inquiète. Mais cette situation est très difficile. Elle sait très bien que la seule solution pour elle de pouvoir vraiment poursuivre les réformes essentielles est d'être élue à la présidence en 2015. Il faut qu'elle puisse s'en donner les moyens et elle sait très bien que tout faux pas sera exploité par la junte au pouvoir, qui est toujours au pouvoir, malgré cette ouverture, ces réformes économiques et sociales. Et donc pour ça, elle est vraiment en grande difficulté. Elle est obligée de faire très attention et de ménager tout le monde pour éviter, parce que c'était sa grande crainte, qu'il y ait une répression. En voulant ménager tout le monde, elle se condamne aussi à une incompréhension. C'est-à-dire que quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne, et elle s'isole. C'est un risque. Quand vous rencontrez quantité de Birmans, donc pas uniquement dans l'ancienne capitale, mais également dans le centre du pays, les gens se demandent à quelle dame avons-nous affaire aujourd'hui? Est-ce que c'est la dame d'hier? Est-ce que c'est la représentante du pouvoir, l'ambassadrice officieuse du régime, qu'elle est devenue ipso facto en se rendant à l'étranger? C'est un problème de perception auprès de l'opinion. Puis surtout, les gens se sont dit, bon, maintenant que la dame est de retour, maintenant que la dame est là, maintenant que la dame a le droit de s'exprimer, elle va solutionner tous nos problèmes. Eh bien, certainement pas. Ce sont un nombre incalculable de portes qui se sont ouvertes. Tout le monde attend tout de la dame. Certains exploitent son image. L'ancienne junte, je ne l'appelle plus tout à fait une junte, mais enfin cette junte qui s'est civilisée avec des costumes légèrement moins... Mais est-ce qu'ils la craignent? Est-ce que le fait qu'elle soit aujourd'hui au Parlement, parce qu'avant on la craignait, elle était isolée mais dehors, donc davantage un risque. Aujourd'hui, elle est quelque part absorbée dans un système. Elle est isolée mais dedans, avec une mainmise. Est-ce qu'ils la craignent encore ou pas? Bien entendu, si cette dame demain décide, pour une raison ou pour une autre, par agenda à court terme ou par perspective à plus long terme, de donner un mot d'ordre à une foule importante de Birmans, elle sera suivie, quel que soit ce mot d'ordre. Allez voter, nous allons voter. N'allez pas voter, les Birmans n'iront pas voter dans une grande mesure. Donc tout ceci a des implications qui sont à l'échelle de la nation. Les militaires continuent à craindre la dame. Les militaires continuent à craindre la dame et les militaires savent également que la dame a besoin des militaires, de leur appui. Donc c'est un... Là aussi, on est dans une contre-prise. Elle a reproché d'être à la parade militaire justement en mars dernier. Oui, alors elle a dit j'aime l'armée. Dans une interview, mais c'est une fille de général. C'est une fille de général et pas du moindre, qui est quand même le héros de l'indépendance birmane. Et je crois que c'est toute la difficulté. On lui a aussi reproché son silence pendant de longs mois sur les massacres qu'il y avait eu contre les Rohingyas, qui ont une minorité musulmane, où il y a eu plus de 200 morts. En fait, c'est régulièrement, en plus, cette minorité qui a été, même encore il y a quelques jours, il y a une vieille dame qui a été massacrée par des moines bouddhistes. Mais alors après, elle est venue, je crois que c'est en Europe où elle a finalement condamné les violences, mais elle a mis beaucoup de temps, et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris. Human Rights Watch a fermement condamné ça en disant que c'était des crimes contre l'humanité, et elle a mis beaucoup de temps à réagir. Après, c'est vrai qu'elle est dans une position très compliquée. C'est-à-dire qu'elle a toujours prôné les droits de l'homme, la résistance non violente. Elle a aujourd'hui un pouvoir la majeure partie du peuple est bouddhiste, elle ne peut pas vraiment prendre position pour les musulmans, et en même temps, c'est une violation terrible. D'un côté, il y a par exemple la minorité Kachin du Nord qui entame des négociations et qui a refusé qu'elle participe
aux négociations, ce qui est quand même un affront assez considérable. C'est-à-dire qu'elle les a trahis. Voilà, moi j'ai vu plusieurs dirigeants de cette minorité ou des Shan, d'autres minorités qui disent si la prix Nobel du peuple, la prix Nobel ne peut pas s'exprimer sur les droits de l'homme, qu'il pourra. Donc elle est vraiment, aujourd'hui, d'ailleurs la plupart d'entre eux disaient, pour les élections, on aura notre propre candidat, parce qu'il est hors de question que l'on vote pour elle. Je suis d'accord avec vous, il y a tellement de populations rurales que ça va être, j'étais aussi au moment des élections, enfin, quand on voit les drapeaux partout, il y aura forcément elle sera élue, ça paraît évident. Mais pas forcément si largement, il y a quand même beaucoup de lézardes. Tout repose sur elle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a réellement une stratégie, je pense, derrière son calme apparent. Bien entendu. Et puis bon, la dame sait qu'il y a des écueils qui sont rédhibitoires actuellement. Par exemple, vous savez qu'il n'y a pas l'élection présidentielle, n'est pas au suffrage universel direct. C'est un collège électoral qui, à l'issue des élections législatives, définit donc qui peut être nominé et qui finalement est nominé. Pour ce faire, la dame actuellement n'est pas en capacité, même si le concours de circonstances maximales a été réuni, de l'être. Il faut modifier la Constitution. Cette modification de Constitution ne peut se faire qu'avec l'aval des militaires, qu'avec l'aval d'une majorité de l'électorat. Cet électorat, elle ne peut pas plus se le mettre à dos que les militaires, dans la mesure où elle se dit, bon, les enjeux sont, je marche sur une corde de plus en plus raide et pourtant, il faut que j'y arrive. Pas uniquement pour moi, pour mon destin, mais pour le peuple. Et sans regret. Et je voudrais qu'on réécoute un moment de votre interview, Manon, où la dame de Rangoon nous dit qu'elle n'a jamais aucun regret. I chose the path that I'm following. So what do I have to complain about? Why would I have to say I made a sacrifice when nobody forced me to do this? I've never regretted it. I suppose, on the whole, I don't indulge in regrets. Actually, the Buddhism teaches us that it's unwholesome to let yourself indulge in regret, because that holds you back from going forward. Et j'accueille Célestine Fouché. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'association Info Birmanie. Merci d'être avec nous. Quelle détermination, quelle force, Aung San Suu Kyi. Et c'est surtout ce sacrifice aussi. Elle a tout sacrifié à son peuple, y compris sa vie personnelle. C'est très fort ce qu'elle dit là, parce que ça veut dire que donc elle est silencieuse, elle se tait devant des massacres, elle est diplomate avec l'armée, elle sait qu'elle se met à dos une grande partie quand même de ceux qui l'ont soutenue jusque-là. Quelles sont ses chances dans un peu plus de 2 ans, la présidentielle en Birmanie? Est-ce qu'elle a des chances? Bien sûr, elle a des chances. Je pense qu'elle adopte une vraie attitude de conciliation face au régime. Elle met en péril sa popularité pour avancer vers la réconciliation nationale. Elle adopte une attitude qu'on a pu voir en Afrique du Sud entre Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. Et c'est un choix qu'elle fait, et ce qui sera payant, on l'espère tous, pour les Birmans, pour qu'ils puissent enfin jouir de la démocratie et de la paix dans leur pays. Après, l'avenir nous le dira. Mais avant ça, ce qu'on a amorcé tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème pour Aung San Suu Kyi, c'est qu'elle a été mariée avec un ressortissant étranger et que selon la constitution birmane, elle n'a pas le droit, elle n'est pas éligible en tant que telle. Il y a une disposition qui a été rédigée sur mesure contre Aung San Suu Kyi, donc qui stipule, entre autres choses, si vous avez des ressortissants, si vous avez été marié avec un ressortissant étranger, la présidentielle, vous pouvez l'oublier. Et si vous avez eu affaire avec la justice ou été embastillé à une ou plusieurs reprises, vous pouvez également l'oublier. Ça fait beaucoup. C'est effectivement une condition qui est rédhibitoire en état des lieux. Elle appelle ça la clause anti-lady. Voilà, exactement. La clause anti-lady, exactement. Ce qui veut dire qu'elle va devoir convaincre, en tout cas, le Parlement tout entier, donc les militaires, les députés, etc., pour pouvoir entrer dans la course. Donc aujourd'hui, elle est clairement en campagne. C'est-à-dire que cette diplomatie, ce silence qu'elle affiche, c'est pour pouvoir avoir ce droit. Elle est en double campagne vis-à-vis donc des militaires, avec lesquels elle est dans un modus operandi intelligent depuis à peu près 2 ans, en disant bon, tu as besoin de moi, vous avez besoin de moi, il faut que nous avancions dans un certain sens, on réglera éventuellement nos comptes plus tard. En tous les cas, on les réglera d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Ils peuvent faire sans elle, les militaires, ou pas? Non, absolument pas. Et la dame ne peut pas faire sans les militaires non plus. Donc ça c'est assez clair. On s'est bien compris là-dessus. Et il faut, comme elle le disait à de nombreuses reprises, il faut avancer. Donc aujourd'hui, il faut avancer. Il faut que nous soyons à un certain endroit en 2015, lorsque les prochaines élections, qui sont des élections à mains égards beaucoup plus importantes que les dernières de 2012 ou de 2010, le véritable moment pivot donc, de l'histoire moderne, ou plutôt très récente de la Birmanie, c'est 2015. Que va-t-il se passer en 2015? Pour l'instant, les choses ne sont pas extrêmement claires. Les militaires, vous savez, ont toujours donc verrouillé la Constitution
bon, on y revient une deuxième fois, en s'octroyant 25% des sièges à minima. Donc ce qui veut dire que les militaires ne seront pas perdants, même si la Ligue nationale pour la démocratie l'emporte. Comme le disait donc, mon collègue de l'Express tout à l'heure. Alors, où la LND, justement, son parti comment ça a l'air nettement plus compliqué que... Oui. Moi, j'étais très frappé quand j'ai fait mon enquête. Je la voyais de plus en plus esselée et de moins en moins d'appui. Je me disais, en partant, je ne sais pas ce que j'allais trouver, mais je me disais au moins... heureusement que la Ligue nationale pour la démocratie est là. Heureusement qu'elle a son parti qui est puissant et qui est si fort et qui la soutient tant. Et en restant pendant plusieurs semaines à Rangoon, je me suis rendu compte que j'étais très surpris de voir que le parti était assez vérolé, qu'il était en train de s'écrouler sur lui-même, qu'il y avait énormément de cadres du parti qui avaient déserté. On m'a raconté aussi que des membres de l'USDP, donc l'Union de solidarité pour le développement du peuple, le parti au pouvoir, des anciens membres avaient noyauté la LND, avaient pris des postes. On m'a raconté qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires ou d'arrivistes, on va appeler ça comme ça, les cronies, les copains, comme on les appelle là-bas, qui arrivent aussi pour prendre des postes au sein du parti. Et donc les membres historiques, les membres, on a vu dans le documentaire Wintin, on le réécoute justement, on va réécouter un des soutiens historiques de Aung San Suu Kyi. À Yangon, quelques mois après la ferveur électorale, la démocratie en est à ses balbutiements. Le pouvoir, toujours aux mains d'anciens militaires, peine à abandonner ses réflexes de toujours. Fermeture de journaux jugés trop libres, arrestation d'étudiants contestataires. Est-ce que l'ouverture est un leurre? La plupart des gens au pouvoir ont travaillé toutes ces années pour la junte. Ils ont régné pendant 40 ans. Le président Thein Sein a 60 ans et il a passé 40 ans parmi eux. Il a commencé sa carrière très jeune. Il est de la junte. Comment voulez-vous que je leur fasse confiance à ces gens-là? Comme le pays est très pauvre et que la situation économique est critique, ils ont eu peur d'une révolte du peuple. C'était plus tenable. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir un peu. Mais ils n'ont pas fait ça pour le peuple, ils ont fait ça pour eux-mêmes, pour rester au pouvoir. Je crois qu'il y a aussi un aspect qui est très important, parce que c'est pas seulement faire cela pour eux-mêmes, cette réforme, mais c'est aussi parce que c'était leur intérêt économique. Ils ne pouvaient plus supporter ces sanctions qui les asphyxiaient, qui les empêchaient d'avoir des visas pour se rendre en Europe, et c'est un élément déterminant. Et c'est vrai, quand on les rencontre... En partie seulement, pour connaître un petit peu le niveau de vie tout à fait confortable des généraux, des lieutenants généraux, des colonels, tous ceux qui ont un parti lié et avec les milieux d'affaires, croyez-moi, eux ne souffrent pas des sanctions. C'est la population qui souffre essentiellement des sanctions. Et tout le monde a un compte à Singapour, tout le monde a un compte à Bangkok, etc. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont un accès de vampirisation sur les ressources nationales. Donc ce n'est pas tant la... Je suis d'accord pour penser que les sanctions ont, par bonheur, donc produit partiellement le résultat qui est aujourd'hui, c'est avoir une ouverture, mais ce sont effectivement les militaires, comme le disait donc Wintin, qui ont en définitive cette feuille de route pour la démocratie. Ils la déroulent, qu'on s'en rende compte ou pas, depuis 8 ans, depuis 2005. Comment par exemple Wintin aujourd'hui va se positionner? C'est-à-dire s'il lâche Aung San Suu Kyi, et il sera quand même derrière elle au moment venu ou pas? Parce que c'est la question qu'on se pose. J'ai vu il y a quelques mois, j'étais frappé par son discours. Alors de façade, effectivement, lui, il soutient évidemment Aung San Suu Kyi et il espère que le parti tiendra jusqu'en 2015. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'il est, déboussolé, c'est qu'il ne comprend plus. Cette nouvelle génération qui prend le pouvoir, qui met de côté, qui écarte les membres historiques, les jeunes qui arrivent, qui sont phagocytés par ces nouveaux cadres et à qui on interdit, on nous interdit d'aller parler avec les anciens. Mais le chef sera la même, c'est-à-dire... Le chef n'a pas forcément conscience de ça. Elle en a pris conscience il n'y a pas tellement longtemps. Ah. Le chef s'est rendu compte qu'il y avait des brebis galeuses, qu'il y avait des personnes qui avaient pris des postes importants au sein du pouvoir, qui avaient noyauté le parti, et s'est rendu compte que ces personnes-là étaient élues pour 5 ans. Mais ça veut dire qu'elle se sent impuissante face à ça ou... Je pense qu'elle se sent très seule et je pense qu'elle ne maîtrise pas forcément ce qui se passe. Il y a eu dans le sud du pays 134 démissions il y a quelques mois, liées justement à une altercation entre le porte-parole du parti et les membres historiques. Le parti se sent sur place, sur le terrain, totalement délaissé et coupé il y a beaucoup d'inertie aussi. Chaque information passe 4-5 strates à remonter, à redescendre. Est-ce qu'elle a une marge de manœuvre au sein de son parti, dans sa démarche personnelle?
Alors oui, je pense elle pourrait taper du poing sur la table, parce que comme vous le disiez, elle est effectivement assez autoritaire. Mais le problème, c'est qu'elle perd toute l'intelligentsia. C'est tous les membres vraiment qui ont l'ingénierie politique pour aller jusqu'aux élections sont partis. Et notamment, et ça c'est plus grave, tous les anciens étudiants, la génération 88, tous ceux qui ont été enfermés pendant des années, qui ont été libérés l'an dernier avec l'ouverture, aujourd'hui, moi je les ai tous rencontrés à plusieurs reprises, et ils disent... On va pas dire qu'on est contre. Évidemment, tout le monde dit on est pour la Lady. N'empêche qu'ils ont créé leur propre parti, qu'ils ont forcément à avoir des candidats aux élections, et peut-être vont s'associer avec la Lady. Ça, pour l'instant, personne ne le sait encore. Mais en tout cas, ils ont pris leur distance et ils ont quitté la LND. Ça, c'est important de le voir. Donc, mais ça va peut-être être le salut d'un parti qui aujourd'hui est noyauté et qui pourrait... C'est des alliances, en fait. Si jamais ces étudiants veulent après revenir vers elle, parce qu'ils peuvent très bien aussi tracer leur propre voie, ils ont leur propre valeur, proche de celle de la Lady, effectivement, mais pas proche de la NLD. Donc s'ils ne se reconnaissent pas dans la NLD, est-ce qu'ils vont pour autant se rapprocher de la NLD? Ce sera à elle de faire un choix? Je pense qu'on va être dans la négociation jusqu'au bout. Ce que reproche aussi une partie de la population, c'est le fait que la dame s'affiche aussi, mais par nécessité, par objectif, pour obtenir donc le Graal qui est le sien, s'affiche assez régulièrement auprès de divers grands hommes politiques, donc du président Thein Sein dans un modus operandi, même s'il y a de la distance qui se crée entre les deux depuis maintenant à peu près 6 mois, elle s'affiche aussi au sens noble du terme, s'entend, à côté donc de celui qui pourrait succéder à Thein Sein en 2015, donc celui qui est un ancien général lui aussi, qui est le numéro 2 du régime, c'est on va dire le président du Parlement, qui est un individu qui est infiniment moins, je pense, respectable que le chef de l'État actuel, et qui a donc, lui, une réputation un peu plus sulfureuse, et qui clairement lorgne avec appétence et gourmandise et les dents rayant un petit peu le parquet des grandes avenues de Népido pour briguer le poste de chef de l'État. La dame se distancie de plus en plus du chef de l'État actuel, qui fait un travail que l'on n'attendait pas de lui depuis 2 ans, il faut être relativement honnête sur son travail. Elle se rapproche de Schweman, donc Tora Schweman, le futur probable président, dans une configuration que l'on peine à imaginer. Ça, la population a du mal à le comprendre. Elle comprend un petit peu pourquoi elle le fait, mais en tous les cas, ça passe relativement mal, notamment au sein de la LND, de la Ligue nationale pour la démocratie. Quelle est la position d'Aung San Suu Kyi sur l'ouverture, justement, sur le monde, les investissements étrangers? C'est une grosse question aujourd'hui. Pour vous donner un petit exemple, j'étais à Washington il y a quelques jours pour discuter de ce genre de choses avec mes collègues américains, et notamment, donc, eux me rappelaient, vous savez, ici, la politique américaine, c'est la dame qui la fait toujours. Donc quand la dame dit « c'est le bon moment pour venir faire des investissements dans le pays », nous relayons tout ça aux entreprises étrangères, notamment américaines, et les entreprises américaines sont invitées à aller... Bon, pour l'instant, elles n'y vont pas si rapidement, elles peinent à consentir d'importants investissements. Mais il y a Coca-Cola, c'est déjà ça, effectivement, qui a été, avant c'était Pepsi qui était dans le pays, donc il y a aussi une stratégie commerciale entre les deux rivaux. La dame a dit les investissements étrangers, je pense qu'elle l'a dit d'ailleurs hier, les investissements étrangers sont les bienvenus, mais il faut qu'ils profitent avant au Birman qu'aux actionnaires de ces grands groupes étrangers. Il faut qu'ils créent de l'emploi, il faut qu'ils participent au développement du pays. Oui, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle met aussi clairement en garde contre un optimisme démesuré. Elle l'a dit il n'y a pas si longtemps sur l'ouverture. C'est vrai qu'il y a clairement, on voit d'indéniable le progrès en Birmanie, mais les réformes, pour l'instant, elles n'ont pas permis de mettre fin aux violations des droits de l'homme, à l'impunité, ou alors d'avancer vraiment vers la réconciliation nationale. D'accord, c'est assez récent, mais je pense que le gouvernement birman doit encore faire ses preuves, montrer qu'il a un véritable plan démocratique pour des réformes concrètes, et que son plan actuel, c'est pas seulement rendre la junte ou l'ordre militaire convenable, acceptable et fréquentable. Je pense que c'est... On est allé un peu trop vite peut-être sur l'ouverture, c'est-à-dire que ça reste quand même l'un des pays les plus corrompus au monde, la Birmanie. Donc l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule avec les investissements étrangers, les entreprises américaines, il y a des entreprises françaises, Total est très implantée, par exemple au large de la Birmanie. Quand on sait que 80% de l'exploitation de gaz de Yanada, si je ne me trompe pas, va à la Thaïlande et 20% seulement à la Birmanie. Que pensez de ça? C'est un enjeu nouveau. Les Birmans, enfin le gouvernement birman actuel essaie de trouver une nouvelle position en disant il est vrai que par le passé, l'extraction de ressources a mal profité ou insuffisamment profité au pays. C'est un bel euphémisme. Enfin, en tous les cas, n'a pas spécialement profité aux Birmans. Il faut que dans l'avenir, les choses soient différentes. Et c'est notamment donc un des objets, un des enjeux pour le président actuel, pour le pouvoir, dans ses rapports avec la Chine. La Chine qui est le véritable partenaire des 2 décennies écoulées, celle qui a consenti des investissements invraisemblables
sur des projets d'infrastructures hydroélectriques, d'extraction donc d'or, de cuivre, on en passait des meilleurs. Oui, parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Il y a du gaz, il y a... Il est les plus riches de la zone dans les années 50 et c'est maintenant un des plus pauvres à cause de cette junte au pouvoir et de l'absence de réforme. Et je crois que maintenant il y a vraiment cette prise de conscience. D'ailleurs, tous les dirigeants, c'est comme une incantation. Démocratie, démocratie, on veut la démocratie, mais on a l'impression que ça reste un peu au niveau... Exactement, la culture de Pavot, deuxième ça pays producteur. Pratiquement absolument. Plus que tout le reste, toutes les autres exportations du pays. Moi, je ne pense pas qu'on aille trop vite. Je pense que c'était le moment. Je pense que, d'ailleurs, c'est vrai que la Chine a un rôle extrêmement important. Enfin, c'est le nord de la Birmanie, j'aime pas ce mot-là, mais est un peu colonisé par la Chine. Ouais. Et finalement, pour les dirigeants birmans, comme pour tous même pour la Lady, les investisseurs occidentaux, c'est un peu un contrepoids aussi à cette influence chinoise. Et c'est important que la Chine n'a aucun intérêt à ce que d'autres investisseurs occidentaux arrivent. Ah non, mais non. Mais la Birmanie a intérêt, la Birmanie essaie d'attirer les investisseurs, notamment les relations entre les militaires et la Chine... Oui, effectivement, ça pourrait rester comme ça. Et c'est vrai que l'arrivée des Occidentaux a un petit peu changé la donne. Et je pense que le vent démocratique, il arrive aussi grâce à ça. Donc moi, je pense que c'était le bon moment. Je pense que, effectivement, après, il faut arriver dans des bonnes conditions. Mais la régulation se met en place. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie, l'arrivée des Occidentaux. Pour moi, c'est encore prématuré. En tous les cas, ces investissements massifs qui arrivent, pas encore massifs, c'est vrai que les investisseurs sont encore assez prudents, surtout au regard des violences qu'il y a eu récemment. Mais clairement, il n'y a pas de cadre légal en Birmanie qui permet d'investir de façon responsable et transparente, de savoir où va l'argent, si ça ne va pas encore aller dans les comptes à Singapour et aller profiter du coup qu'aux communautaires et que ce ne soit pas redistribué à la population. Au niveau de l'Union européenne aussi, les sanctions ont été levées alors qu'aucune des conditions requises pour la levée des sanctions... Travail forcé, toujours. Travail forcé, toujours. Aucune des conditions requises pour la levée des sanctions n'ont été répondues par le gouvernement birman. Les sanctions ont été quand même levées. Il n'y a aucun levier international pour permettre... Et pourquoi justement les a levés ? On les a levés pour privilégier, j'imagine, des intérêts économiques, et c'est notre raison. Oui, bien sûr, parce que la démocratie, et les réformes économiques entraînent la démocratie et soutiennent la démocratie. Et on a effectivement besoin d'aider ce peuple et ça passe aussi par les investissements. Enfin, la France a une action extrêmement positive en Birmanie. Quelle démocratie réellement ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une misère... criante. Ah oui, mais vous savez, la misère a beaucoup changé. Bon, moi, je vais en Birmanie depuis 2007. Avant, dans la mesure où j'étais très proche de la famille britannique d'Aung San Suu Kyi, je n'arrivais pas à avoir de visa. Mais le changement est absolument considérable. On ne reconnaît pas la Birmanie. Bien sûr, la pauvreté... À Rangoon, à Népido, le changement n'est pas considérable dans les campagnes. Bien sûr. 80% des terres sont toujours réquisitionnées par l'armée, on est d'accord. Absolument. Donc, et là, il faut agir. Si l'on voulait être assez honnête sur le sujet, on dirait qu'un bon travail a été fait depuis 2 ans. Mais pour l'instant, les bénéfices de cette ouverture démocratique ont du mal à arriver jusqu'aux citoyens birmans. Le citoyen birman, son sort économique, mis à part ceux qui profitent un petit peu de cet élan de suractivité de Yangon, n'en ont pour l'instant pas profité, il faut être tout à fait honnête. Le produit intérieur brut par capita ne s'est pas élevé en Birmanie depuis 2 ans. Seul le produit intérieur brut national nominal a, lui, connu une certaine élévation. Et pour en revenir sur une toute petite minute au niveau des investissements étrangers, il y a la plupart des investisseurs étrangers, pour ne pas dire la totalité, qui soient surtout occidentaux. Les Asiatiques ont un peu plus de facilité. Il n'y a pas que les Chinois, il y a des Japonais, il y a des Sud-Coréens, des Singapouriens, des Thaïlandais qui investissent beaucoup. À l'asiatique, si je puis dire, sans prendre en considération beaucoup de considérants justement politiques, les Occidentaux attendent de voir ce qui va se passer en 2015. Pour voir quel régime allons-nous avoir en 2015. Ne prenons aucun risque. 2015 n'est jamais que dans moins de 2 ans. Attendons de voir. Donc là aussi, ça va ralentir un petit peu, et même peut-être créer un peu de frustration au niveau des attentes populaires, en se disant finalement, tout le monde est venu voir, personne n'a vraiment changé la donne. Le peuple birman, qu'est-ce qu'il pense de ça, de l'arrivée des étrangers, du tourisme? Le peuple birman, pour l'instant, dans tous les cas, les gros projets, il y a eu beaucoup de manifestations, de protestations contre beaucoup de projets industriels, que ce soit un projet de pipeline de gaz et de pétrole qui traverse la Birmanie jusqu'en Chine, que ce soit la mine de Monia près de Mandalay, que ce soit des barrages hydroélectriques. Il y a vraiment ou les fermiers qui protestent contre la confiscation de leurs terres ou qui demandent le retour de leurs terres confisquées il y a des dizaines d'années. Et il y a quand même une prise de conscience. Dans tous les cas, il y a des défenseurs des droits de l'homme. C'est pour ça qu'il faut défendre la société civile pour que justement les réformes aillent dans toutes les strates de la population, dans toutes les sphères de la population. Ces gens qui n'ont pas accès aux réformes encore, qui ne les comprennent
pas, et ben il y a des gens, il y a des militants qui viennent les voir pour dire oui, les fermiers, vous avez des droits, vous pouvez manifester, vous pouvez demander le retour de vos terres. Et ça, c'est vraiment extrêmement primordial pour que, voilà, les gens connaissent leurs droits et osent, comme le dit Aung San Suu Kyi aussi, osent parler, osent... Dans la même idée, mais une des réformes importantes à venir, c'est par exemple l'accord de cession de licence téléphonique qui a été voté il y a quelques jours, je crois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 10 birmans sur 100 qui ont accès au téléphone. Ça va changer. Et c'est pas un Eldorado pour l'instant, et les opérateurs étrangers le savent, mais simplement cet accès à l'information, et peut-être un séjour à Internet, peut aussi contribuer à faire circuler plus d'informations. Je ne vais pas dire que c'est un élément, une voie vers la démocratie, mais enfin, je pense que c'est un élément important. Et pour la population locale qui est enclavée, qui est coupée, notamment dans les zones rurales où effectivement pour l'instant il n'y a eu aucun progrès, rien de fait, je pense que ça par exemple c'est un progrès qui va aller dans le bon sens. Un mot sur les violences cette semaine encore. Certains disent, ces violences, le conflit ethnique est attisé justement pour repousser l'arrivée des investisseurs, pour compliquer les choses. C'est certainement plutôt pour compliquer la tâche actuelle, et vous avez des interlocuteurs de niveau plutôt influents dans la société, enfin on va dire de l'Ancien Régime, qui ne sont pas contents des réformes en cours, pour qui ce train des réformes contrarie les intérêts et doit être ralenti coûte que coûte, d'une manière ou tout simplement pour peser sur les autorités actuelles en leur disant, écoutez, nous avons une capacité de nuisance importante, on peut la déclencher n'importe où sur le pays, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. N'oublions pas qu'il y a encore donc un florilège de situations où les groupes ethniques armés sont en négociation avec le pouvoir pour essayer à minima de mettre un terme, soit temporaire, soit définitif, à ce conflit. C'est un processus qui est extrêmement fragile et extrêmement compliqué. Donc ce sont en fait des piqûres de rappel, peut-on dire, d'individus en interlocuteurs qui agissent contre le pouvoir actuel et contre cet élan de réforme en leur disant il nous faut une compensation sous une forme ou sous une autre. Écoutez-nous. Ou autrement, voilà, c'est typiquement un levier. Et c'est... on voit des interlocuteurs là, en uniforme dans les images derrière nous. Certains ont beaucoup à gagner à entretenir ce genre de soucis. Ça crée de l'incertitude et ça minimise un petit peu l'emprise du gouvernement actuel sur le cours des réformes. Je sais simplement qu'on soupçonne effectivement, notamment les bouddhistes, le fameux Ben Aden bouddhiste Viratu, que j'ai pu interviewer plusieurs fois, d'être manipulé par des vieux généraux, des vieux caciques du pouvoir qui ont tout intérêt à ce que ça reste comme ça, à ce que ça ne change pas. Donc il y a vraiment une inertie, un mouvement obscur, une force obscure qui joue en Birmanie contre les réformes et contre l'ouverture. Mais c'est vrai que pour revenir sur Aung San Suu Kyi, ce moine est redoutable. Moi, je l'ai vu, je l'ai suivi pendant plusieurs jours. C'est quelqu'un. Je l'avais vu il y a un an à sa libération et je l'ai revu par hasard, en fait. Enfin, par hasard, pas vraiment. Il y a quelques mois. Il avait changé. Il était d'une virulence, mais absolue. Et quand on assiste à ces prêches, à ces sermons, c'est-à-dire qu'on a toujours du mal à imaginer un tel fanatisme chez des moines bouddhistes qui ont une image aussi sereine. Pour les Occidentaux, c'est incroyable. Et je l'ai vu notamment à Mektila. Donc quelques jours, Mektila, c'est une ville près de Mandalay, enfin à 200 km de Mandalay. Il a fait son sermon, il est parti. 2 jours plus tard, c'était l'embrasement. Au bout de 2 heures, il y avait un échauffouré. Au bout de 6 heures, il y avait 3 morts. Il y a eu 50 musulmans qui ont été tués et 12 mosquées sur 13 qui ont été détruites. Et j'ai été là-bas plusieurs jours et quand on essaie de parler avec les musulmans, ils sont terrorisés. Mais c'est épouvantable. Et les bouddhistes, enfin on dit les bouddhistes, mais les mouvements qui sont derrière les bouddhistes ou qui attisent la violence sont redoutables. Et on voyait des gens qui circulaient à moto, enfin qui quadrillaient la ville. On sent qu'il y avait une tension, quasiment un état de guerre entre guillemets à l'époque. Pour Aung San Suu Kyi, ça doit être terrible à gérer parce que quelque chose. Elle se fait vilipender si elle ne dit rien. Le moine en question m'a dit Aung San Suu Kyi, c'est la mère, ils commencent tous comme ça. Et après, c'est une traître à la nation. Elle a prononcé cette phrase, on l'a fait retraduire pour être sûr d'avoir les bons mots. On lui a demandé s'il assumait ses propos, il a dit parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'elle a défendu les musulmans? Oui, elle a eu quelques propos. En se taisant. Déjà en se taisant, et puis une fois, elle a été un petit peu, discrètement. Oui, elle a dit le minimum qu'on attendait d'elle. Et il a aussitôt exploité cette phrase, et il a un site Facebook avec 10 000 followers, 10 000 suiveurs, enfin 10 000 personnes qui le suivent. Et surtout la phrase est en grand. Elle a dit ça, elle n'aime pas les bouddhistes, donc c'est une phrase
très important, parce que c'est la coupe de l'électorat majoritaire. Donc c'est très compliqué pour elle de se sortir de ce piège. C'est vraiment une situation inextricable. C'est un piège également pour les autorités. Donc, vous n'êtes pas capable de gérer un petit peu le pourtour des conflits sur les frontières, mais également à l'intérieur du pays, sur des minorités qui sont sensibles et qui sont visées, en tous les cas, donc qui sont exposées d'une façon permanente. Ça ne crée que du chaos, que pour le bénéfice de ceux qui en sont les instigateurs, ni pour la nation, ni pour les Birmans eux-mêmes, évidemment, moins encore pour les victimes, moins encore pour la stabilité qui peine à être retrouvée de ce pays. Personne n'y gagne, sauf les instigateurs. Je pense que le président Thein Sein gagne un peu, sa cote de popularité a pas mal augmenté depuis 2 ans. Pour d'autres raisons aussi, mais aussi il se pose vraiment en défenseur de la Birmanie bouddhiste contre les envahisseurs musulmans. Rappelons que la communauté musulmane en Birmanie est une toute petite minorité, c'est 4%. Enfin, c'est pas exactement, puisque c'est entre 10 millions, c'est grosso modo maximum 2 millions. Donc maximum 5%. Ce sont les chiffres. Il y avait un recensement qui était prévu cette année, qui a été repoussé. Cette obsession du djihad, c'est l'obsession de l'islamisme. C'est le discours, effectivement. Ça vient d'où? La Birmanie est une nation où le nationalisme a toujours été très fort. Donc historiquement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, depuis, c'est une nation où le bouddhisme a toujours été, le bouddhisme et le nationalisme font cause commune. Et il est facile aussi, dans ce pays qui se cherche également des responsables à son malheur, en tous les cas pour les individus, et bien il est assez facile de trouver, faisons peut-être un petit distinguo également, historiquement, les populations des minorités non bouddhistes souffrantes en Birmanie ne sont pas toujours que les musulmans. Il y a surtout cette communauté apatride que l'on a évoquée à diverses reprises, là, notamment dans le reportage avec les Rohingyas. Donc cette communauté qui est d'origine, semble-t-il, bangladaise, culturellement et linguistiquement très différente de la majorité de la population. Eux, ce sont des boucs émissaires qui sont formidables. Tout le monde les déteste, tout le monde se fiche un petit peu de leur sort, c'est à peu près 800 000 individus, et en définitive, c'est un pilier, on va dire, simple, sur lequel s'appuyer lorsque l'on est birman, pour trouver un creuset commun de discours fédérateurs. De là, penser que toutes les minorités sont aussi malmenées que celle-ci, certainement pas, mais il y a des minorités qui payent encore aujourd'hui un prix un petit peu compliqué, donc à cette harmonie ou cette difficulté des minorités chrétiennes également. Aung San Suu Kyi peut être justement l'élément fédérateur de tout ça. Elle peut, par son discours, par sa diplomatie, rassembler, pacifier. Elle est dans cette politique de réconciliation. À condition qu'elle devienne présidente en 2015. Et c'est bien l'explication et le fil conducteur de toute son attitude et de ses non-prises de position. Elle sait très bien, et c'est pour ça qu'elle a cette vision un peu de tunnel, en se disant 2015, il faut que j'y arrive, et pour cela, je ne peux pas me permettre de réagir à tout ce qui se passe. Il faut que je fasse très attention. Si une répression militaire est trop grave et trop importante, je serai le bouc émissaire et on m'empêchera d'arriver à ce poste qui est la seule façon, à ses yeux, de pouvoir justement opérer cette réconciliation nationale et aller de l'avant. Sachant que ce sont les militaires qui orchestrent la transition, si elle va trop loin, si elle s'exprime trop sur certains points, notamment la réconciliation nationale, l'État, il y a un peu des sujets tabous sur lesquels elle ne peut pas trop se prononcer si elle veut continuer à avancer et à faire avancer sa cause, et en tous les cas en tant que femme politique. Alors on lui souhaite d'y arriver, et évidemment on va la suivre sur ces 2 prochaines années. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, votre documentaire sera consacré à la fin de vie et son accompagnement. Dans 15 jours, Benoît Duquesne débattra de la crise grecque avec ses invités. Et quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines avec grand plaisir. À très vite sur Public Sénat.